Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les récits du crime, nous allons nous plonger dans une affaire qui, à la fin des années 90, a secoué l'Allemagne et révélé au grand jour une nouvelle forme de criminalité, aussi invisible que redoutable. Une histoire de chiffres, d'écrans et de millions de marques envolées. L'histoire de la cyberarnaque qui a visé l'un des acteurs les plus en vue d'Allemagne, une descente aux enfers numériques orchestrée par une poignée de jeunes gens que rien ne prédestinait à un tel coup d'éclat, ou peut-être que si. Ce soir, une histoire glaçante, une de celles qui vous marque à jamais, l'histoire de Klaus-Dieter Richter, une star du cinéma et du théâtre allemand, et de la façon dont sa vie, son argent, sa réputation vont être aspirés par le vortex impitoyable du cyberespace. Nous sommes en 98, l'Allemagne est encore euphorique de sa réunification, le pays se modernise à grands pas, et Internet, cette nouvelle toile mondiale, commence à peine à tisser ses fils dans les foyers et les entreprises. Une époque d'insouciance numérique pour beaucoup, une époque d'opportunité pour quelques autres. Klaus-Dieter Richter, 58 ans, est alors au sommet de sa gloire. Grand, charismatique, une voix de stentor qui a résonné sur les plus grandes scènes de Berlin à Munich. Il habite une somptueuse villa à Grünwald, au numéro 12 de la Gabriel von Seydelstraße, une banlieue huppée de Munich. Une vie de succès, de première, d'applaudissements, du moins en apparence. Car derrière la façade lisse de l'acteur respecté se cache un homme au goût dispendieux, peut-être un peu trop joueur, un homme qui aime le grand train de vie. Et les banques, elles, commencent à le savoir. À quelques centaines de kilomètres de là, à Berlin, dans un appartement du quartier alternatif de Kreuzberg, au 4e étage du 37 Oranienstraße, une autre histoire s'écrit. Celle de Thomas Vogel, 24 ans, alias Cipher. Un étudiant en informatique brillant, mais qui s'ennuie ferme à l'université. Il trouve que le monde réel manque singulièrement de panache, de défis à sa hauteur. Thomas est le cerveau. Avec lui, Anja Weber, Silke, 22 ans, étudiante en design, belle, manipulatrice hors pair, capable d'obtenir n'importe quelle information par téléphone avec un aplomb déconcertant. Elle est la spécialiste de ce qu'on appellera plus tard l'ingénierie sociale. Et puis, il y a Max Haas, Byte, le plus jeune, 20 ans à peine. Un petit génie de la programmation, un autodidacte qui vit encore chez ses parents du côté de Cologne, mais qui passe ses nuits en ligne à explorer les failles des systèmes informatiques avec une dextérité effrayante. Le trio se fait appeler Nebel, brouillard en allemand. Leur objectif, l'argent bien sûr, mais aussi le frisson, le défi de pénétrer les forteresses numériques. Leur choix se porte sur Klaus-Dieter Richter un peu par hasard, au gré de lectures d'articles People et d'une intuition. Un acteur riche, donc des comptes bien garnis. Un homme d'une certaine génération, donc probablement moins au fait des questions de sécurité informatique. La cible parfaite. Leur plan est simple, mais diablement efficace pour l'époque. Il s'agit de récupérer les identifiants bancaires de l'acteur. Et Anja, Silke, s'en charge. Elle multiplie les appels à la banque de Richter, la Bayerische Landsbank, se faisant passer pour sa secrétaire, pour une employée d'une autre agence, inventant des prétextes administratifs. Elle est patiente, elle est douée, et au bout de quelques semaines, bingo, elle obtient des informations cruciales, des numéros de compte, des détails sur les procédures. Le reste, c'est l'affaire de Thomas et Max. Il exploite des failles de sécurité encore béantes dans les systèmes bancaires de l'époque, des systèmes pas encore blindés contre ce nouveau type d'attaque. Le 15 mars 98, le premier virement est effectué. Une somme modeste pour tester, quelques milliers de Deutsche Marks. L'argent atterrit sur un compte ouvert sous un faux nom dans une petite banque à l'étranger, puis est rapidement dispatché sur d'autres comptes. L'opération est un succès. Klaus-Dieter Richter, lui, ne voit rien, son comptable non plus. L'argent va et vient sur ses comptes, alors un mouvement de plus ou de moins. Alors voilà, l'engrenage est enclenché. Les virements se multiplient, de plus en plus importants. 50 000 marques par-ci, 100 000 par-là. L'argent coule à flot. Les hackers de Nebel sont sur un nuage. Thomas et Anja, à Berlin, commencent à mener grand train, mais discrètement. Pas de voitures de sport tape à l'œil, non. Plutôt des restaurants chers, des voyages, du matériel informatique dernier cri. Max, lui, reste plus en retrait, mais profite aussi de cette manne inespérée. Pendant des mois, le manège continue. Klaus-Dieter Richter, lui, commence à sentir que quelque chose ne tourne pas rond. Des chèques qui reviennent impayés, des placements qui semblent s'être évaporés. Il pense d'abord à des erreurs de sa banque, à une mauvaise gestion de son agent. Il peste, il téléphone, il menace. Mais il ne comprend pas encore l'ampleur du désastre. C'est lorsqu'il décide de s'offrir une magnifique propriété en Toscane, un vieux rêve, qu'il découvre le poteau rose.
Son banquier, Blême, lui annonce que les fonds nécessaires, plusieurs millions de marks, ne sont tout simplement plus là. Imaginez le choc, l'acteur s'effondre, c'est la panique, une plainte est déposée. L'affaire atterrit sur le bureau du Kriminalhauptkommissar Jürgen Becker de la police de Munich. La cinquantaine, solide, un flic à l'ancienne, plutôt habitué aux affaires de sang et aux braquages à main armée. Les histoires d'ordinateur, de piratage, c'est du chinois pour lui. Heureusement, il est secondé par le jeune Kriminaloberkommissar Franz Bauer, lui beaucoup plus au fait de ces nouvelles technologies. L'enquête s'annonce ardue. Nous sommes en 98. Les outils de traçage numérique sont rudimentaires. Les hackers de Nebel ont pris soin de brouiller les pistes, d'utiliser des serveurs intermédiaires à l'étranger. Les enquêteurs pataugent. Ils interrogent l'entourage de Richter, ses employés, son agent. Y a-t-il une taupe ? Quelqu'un qui aurait profité de la situation? Les soupçons se portent un temps sur le comptable personnel de l'acteur, un homme un peu dépassé par les événements. Fausse piste. Mais c'est là, vous allez voir, que tout bascule. Un détail, un tout petit détail, va mettre les enquêteurs sur la voie. Les membres de Nebel commencent à devenir moins prudents. L'argent facile monte à la tête. Thomas Vogel, Cipher, se sent intouchable. Il utilise une partie de l'argent volé pour rembourser une vieille dette personnelle, un prêt étudiant contracté sous son vrai nom. Une petite somme, quelques milliers de marks. Mais le virement laisse une trace, infime, que Franz Bauer, l'as de l'informatique, finit par repérer. C'est une petite musique qui commence à trotter dans la tête des enquêteurs. Un nom, Thomas Vogel, étudiant à Berlin. Ça ne colle pas avec le profil d'un grand criminel international. Mais la piste est là, ténue. Les policiers de Munich contactent leurs collègues berlinois. Une surveillance discrète est mise en place autour de l'appartement de la Oranienstraße. Les allées et venues de Thomas et Anja sont scrutées. Leur train de vie, soudainement plus luxueux que ce que de simples étudiants pourraient se permettre, intrigue. Et là, patatras. C'est le grain de sable qui va gripper toute la belle mécanique. Max Haas, alias Byte, le petit génie de Cologne, commet l'erreur fatale. Avec l'argent de l'arnaque, il s'achète en ligne du matériel informatique de pointe, très coûteux. Il se fait livrer, non pas chez lui, mais chez une ancienne petite amie avec qui il est resté en bons termes, pensant être plus discret. Sauf que l'ancienne petite amie, un peu bavarde, se vante auprès d'une copine des cadeaux que Max lui fait indirectement en utilisant son adresse. L'information remonte, par un incroyable concours de circonstances, jusqu'à une connaissance d'un des policiers berlinois. Parfois, le hasard fait bien les choses. Ou mal, ça dépend pour qui. Le piège se referme. Les enquêteurs ont maintenant assez d'éléments. Un matin d'octobre 98, les policiers débarquent simultanément à Berlin et à Cologne. Thomas Vogel et Anja Weber sont cueillis au saut du lit dans leur appartement de Kreuzberg. Max Haas est arrêté chez ses parents, devant son ordinateur encore chaud. La surprise est totale. Ces jeunes gens, aux allures d'étudiants sages, sont les auteurs de l'une des plus grosses arnaques informatiques que l'Allemagne ait connue. Les interrogatoires sont longs, tendus, au début, ils nient en bloc. Mais les preuves sont là, accablantes, les relevés bancaires, les traces informatiques, le matériel saisi. Jürgen Becker, le vieux flic, a du mal à y croire. Ces gamins ont réussi à dérober des millions à une star nationale, armés seulement de leur clavier et de leur intelligence. Ils réalisent qu'une nouvelle ère du crime vient de s'ouvrir. Le procès de Nebel fait grand bruit en Allemagne. On parle de cyberbraquage, de gang des écrans. L'opinion publique est fascinée et effrayée à la fois. Klaus-Dieter Richter, lui, est un homme brisé, ruiné, humilié. Sa carrière en prend un coup sévère. L'image de l'homme à qui tout réussit s'est effondrée. Il mettra des années à s'en remettre, si tant est qu'il s'en soit jamais vraiment remis. Thomas Vogel, Anja Weber et Max Haas sont condamnés à des peines de prison. Pas si lourde, finalement, au regard des sommes détournées. La justice est encore un peu démunie face à ce type de délinquance. Une partie de l'argent ne sera jamais retrouvée, probablement bien cachée quelque part dans les méandres du système financier international ou convertie en biens intraçables. Alors voilà. Cette affaire, au-delà du fait divers spectaculaire, nous rappelle une fois de plus que le progrès technologique a toujours une face sombre. Elle illustre la vulnérabilité de nos vies numériques, même à une époque où Internet n'en était qu'à ses balbutiements. On peut imaginer ce dont sont capables aujourd'hui des esprits aussi brillants et mal intentionnés avec les outils dont on dispose. Cette histoire terrible illustre jusqu'où l'appât du gain, le sentiment de toute puissance et l'ennui peuvent mener des jeunes gens intelligents. Un engrenage infernal qui a broyé la vie d'un homme et conduit ses auteurs derrière les barreaux. Une leçon, peut-être, sur la nécessité de rester vigilant face aux sirènes du monde virtuel. Voilà pour cette histoire, une de plus qui vient s'ajouter aux annales du crime. Merci de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle affaire dans les récits du crime.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucun de nos prochains récits. D'ici là, soyez prudents. On se retrouve très vite, même heure, même endroit, pour une autre histoire. Portez-vous bien.